Bonjour à tous, bienvenue sur le magnifique circuit de Motorland Aragon. Nous sommes à 3 heures de route de Barcelone et c'est ici que se déroule le 3e meeting V2V de l'année. 4 catégories en lice, les protos, les GT, les monoplaces et les feniaux. La météo va jouer un rôle absolument essentiel, déterminant. Il fait très chaud ici ce week-end. Allons-y, embarquez dans l'aventure. Voici le tracé de Motorland, comme toujours avec les circuits choisis par les promoteurs du V2V, les maîtres mots sont frisson et émotion. Motorland, ce sont 5 km 345 mètres de pur bonheur. C'est une piste rapide et exigeante autour de laquelle les infrastructures sont de premier plan. Motorland Aragon n'a que 5 ans mais a déjà une excellente réputation chez les acteurs du monde du sport moteur. Dans la catégorie monoplace, celui qui fait la mauvaise opération ce week-end, c'est Ricardo Casaniga. Le champion en titre a souffert. Son pilotage était toujours aussi incisif, mais également nerveux sous le soleil espagnol. Il est arrivé ici avec 40 points de retard sur le leader David Drou. Il lui fallait marquer des gros points, mais ça n'a pas été le cas. Une 4e place, puis une 3e et enfin un podium qui s'envole suite à un accrochage. Passons à Julien Falchero sur cette monoplace numéro 3. Depuis le début de la saison, ses résultats sont modestes. Il a débarqué en Espagne à la 9e place du championnat. Et puis ici, à Motorland, un déclic s'est produit. Julien a littéralement été épatant. En qualif, 2 fois 4e et 1 fois 2e. En course, il est monté à 3 reprises sur la 2e marche du podium. Voici ses impressions à l'issue de la première manche. Au début de la course, j'ai vu que ça se bataillait un peu derrière. Puis au fur et à mesure, ça revenait. Et puis je voyais, bon, il reste pas beaucoup de tours, il faut tenir. Beaucoup de pression, mais bon, on y est arrivé, donc c'est cool. Place au patron maintenant, David Drou. Il a réalisé le week-end parfait. 3 pôles, 3 victoires et toujours avec la manière. Le scénario est à chaque fois identique. David prend un excellent départ, creuse l'écart avec le peloton et ensuite il contrôle. C'est ce qu'il confirme juste après la première course. Il fallait vraiment bien réussir le départ, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai pu gérer un peu les pneus, donc c'était le principal à faire pour les 2 courses suivantes. Est-ce que vous vous êtes senti inquiété? Non, jamais. C'est vrai qu'au départ, ils sont un peu gênés, donc ça m'a permis de faire un gap assez rapidement. Et ensuite, j'ai essayé d'imposer un bon rythme afin qu'ils ne me rattrapent pas. Et puis c'est vrai que ça allait plutôt bien, quoi. A signaler également qu'Alexandre Joannem sur cette voiture numéro 44 est certainement reparti d'Aragon satisfait. Il a engrangé de bons points et en plus, il a contribué au spectacle ce week-end. Le voici à l'issue de sa première course où il a signé la 3e place. J'ai réussi à prendre un départ qui finalement n'était pas si bon, mais le rythme en début de course était plutôt pas mal. Donc j'ai réussi à dépasser 1 ou 2 voitures. Et voilà. Oscar Arcila sur la numéro 9 peut regarder derrière lui sereinement. Il a parfaitement géré ses 3 courses et conserve sa place de leader de la catégorie B. En V2V, la Fenio, c'est la catégorie Fun, d'où le nom, un plaisir mêlé à de la compétitivité. Les courses sont courtes, 20 minutes, et terriblement disputées. Et le reste du week-end, place à la détente, à la convivialité et à la bonne humeur. Pour débuter ce chapitre consacré au Fenio, coup de chapeau à Jennifer Michel sur cette voiture numéro 39. Depuis le début de l'année, ses performances s'améliorent et encore plus ici à Motorland Aragon. Jennifer roule dans la catégorie B, son meilleur résultat du week-end, une 5e place au général et la victoire de classe. Nous la retrouvons juste après qu'elle ait réalisé ce résultat. Ça aide quand on connaît le circuit, contrairement à Barcelone, à Mugello, je découvrais le circuit. C'est vraiment un circuit que j'apprécie beaucoup et comme vous l'avez dit, tout de suite je me suis sentie à l'aise dès le début du week-end. Donc je suis très contente de ma performance plutôt générale de la 5e place. C'est plutôt ça que je regarde que le classement B. Donc je suis très contente et j'espère que ça va continuer à progresser tout au long de la saison. Un autre pilote à pointer, Cédric Gardin. Il est monté à 3 reprises sur le podium, mais n'est jamais parvenu à aller chercher la victoire. Le voici après la 2e course.
cette manche-là. Là, j'ai vraiment été aux premières loges pour voir le dénouement sur les 2 premières places. Là, je ne peux pas suivre. Là, on a essayé. Il faut des fois prendre des choix un petit peu durs, difficiles, pour voir si ça peut faire progresser la voiture. Et là, ça n'a pas marché, donc on a une journée pour remettre tout d'équerre. Parlons maintenant de Romain Houllier sur cette voiture rouge. Depuis le début de l'année, il partage les victoires et les podiums avec Gwenaël Delomier. Une fois de plus, ces deux-là se sont tirés la bourre pendant tout le week-end. Le résultat de leur duel est resté incertain jusqu'au bout, avec des rebondissements et des dépassements jusque dans le dernier virage. Avec aussi des fautes de la part du bouillonnant Romain Houllier. Une victoire, une deuxième et une troisième place, il aurait pu faire mieux. Voici Romain après son unique victoire du week-end. Romain, vous venez de dire à votre équipe, quand je pars de plus loin, c'est plus facile. Exactement, parce que la première course, j'ai essayé de jouer la stratégie, c'est pas mon truc. Voilà, quand je pars de plus loin, je me pose pas de questions, je fonce devant et puis du coup, ça marche bien mieux. Elle était quand même assez dure à aller chercher celle-ci, hein. C'était pas une course tranquille. C'était pas une course tranquille, non, il a fallu un petit peu de temps, mais 20 minutes, c'est assez long pour pouvoir remonter. Qu'est-ce qui s'est passé alors dans la première course ? J'en ai demandé un peu trop à la voiture. Voilà, j'ai voulu faire un petit trou à un endroit et j'ai mis gaz trop tôt. Je suis parti à la faute et puis voilà, tout simplement. Voici l'homme de ce rendez-vous, Gwenaël Delomier, 30 ans tout juste ce week-end. Son meilleur ennemi ayant été moins en forme que d'habitude, Gwenaël a eu un tout petit peu de répit. À son compteur espagnol, 3 victoires et une deuxième place. Ses impressions à l'issue de l'unique course qu'il n'a pas remportée. On marque des gros points, c'est l'essentiel et voilà. Donc non, très content quand même. Hein. Avant de rencontrer l'unique femme engagée dans la catégorie Proto, voici un tour de circuit à bord d'une Norma Honda de chez CD Sport. Vous allez vous en rendre compte, le niveau de performance de la discipline est impressionnant. Et dans cette catégorie proto, la seule femme engagée, eh bien, c'est Inès Tétinger. Inès, lorsque Bernie Ecclestone pense à faire des showcases, donc des courses d'exhibition en marge des courses de Formule 1, vous en pensez quoi, vous ? On a la chance d'être un des seuls sports au monde à être un sport absolument mixte. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, et donc beaucoup moins de femmes dans la lumière. C'est peut-être mieux pour nous parce qu'une performance va beaucoup plus se faire remarquer que chez un homme qui a peut-être un niveau légèrement supérieur ou même égal au mien, par exemple. Le fait de faire des courses féminines et de faire des courses du coup masculines va stigmatiser ce sport mixte. Votre année 2015 en V2V, elle se passe pas exactement comme dans vos rêves les plus doux ? Alors, c'est dans mes rêves les plus doux, je ne serai pas là. Mais je suis contente d'être en V2V, j'aime beaucoup CD Sport, c'est une équipe avec laquelle je suis depuis 3 ans, c'est ma 3e saison avec eux. Cette année, on n'a malheureusement pas encore beaucoup de chance. Les 2 premières courses du championnat, donc Barcelone et Mugello, on a dû abandonner.
alors qu'on était bien placé pour faire soit un podium, soit même espérer viser la victoire. Voilà, là on est à Motorland, c'est la 3e, on est déjà presque à la moitié de saison, j'aimerais bien concrétiser un peu ces bons résultats. Alors revenons justement à vos rêves les plus doux. Si tout allait bien, vous aimeriez faire quoi en 2016, en 2017, si tout roulait? Je pense que tout pilote ici rêve de faire les 24 heures du Mans, c'est mon rêve. Pourquoi pas le WEC? Pourquoi pas le WEC si je sais pas, dans mes rêves les plus doux, on peut tout imaginer. Donc le WEC, Le Mans avec le WEC. Même pourquoi pas peut-être aller aux États-Unis. Je sais pas, c'est une possibilité que j'envisage pour trouver des sponsors. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, ce week-end, vous êtes bien ici avec nous, Motorland Aragon, la course de proto en V2V. On en regarde tout de suite le résumé. C'est sous un soleil accablant que se donne le départ de ces 6 heures de Motorland. Ander Villarino réussit un envol parfait depuis la pole. L'Espagnol remplace Vincent Capillaire qui est retenu à la journée test des 24 heures du Mans. Derrière lui, les 2 Graf Racing bleu, blanc, rouge roulent de concert. Le départ, vu depuis la voiture d'Inès Tétinger. C'est Erwan Jules qui est au volant. Il s'élance depuis la 11e place. Les vainqueurs de la dernière course au Mugello vivent un week-end noir. La malchance les a accablés durant les essais. Ça continue dès le début de la course. Danielou, Molini et Wolf ne termineront d'ailleurs pas l'épreuve. Jean-Baptiste Lahaye sur la 35 est parti de la 9e place. Malheureusement, très rapidement, les incidents de piste s'accumulent, ce qui va avoir des répercussions importantes. Il a été assez prudent. Malheureusement, dans le 2e tour, il y a eu un fait de course et suite à un accrochage avec un autre concurrent, on casse une pièce importante sur l'avant droit et on passe 5 ou 6 tours à la réparer au box. Léo Roussel fait mordre la poussière à ses adversaires. En 1h45 de relais, il va passer de la 15e à la 1re place. Chez Graf Racing, Yann Clairet passe le relais à Eric Trouillet. L'équipage est à ce moment 2e. On a une voiture très bien équilibrée, on n'est peut-être pas les plus performants en vitesse pure, mais on est dans les 5 premiers, c'est ce qu'on voulait. Après, il reste encore 5 heures de course, donc on va pas s'affoler. Il était écrit que quelques équipages allaient surprendre les observateurs. Parmi eux, Antoine Lacoste, Thomas Dagonneau et Olivier Lombard. Leur Normar s'était élancé de la 8e place. Au premier tiers de la course, on les retrouve 4e. Et puis, la surprise du chef est signée Idexport. Les Lafargue père et fils sont brillamment secondés ce week-end par Mathieu Lahaye. C'est lui qui a pris le départ. En 2 heures, il aura fait passer la voiture de la 6e à la 1re place. Le début de course était assez chaud, c'est vrai que tout le monde était un peu énervé au premier virage. J'ai préféré la jouer tranquille parce que pour un one-shot chez Idex, je voulais pas m'accrocher dès le départ. Donc voilà, il a fallu être patient un peu au départ et puis après la voiture était top quoi. Franchement tout le long du relais elle était constante donc j'ai pu tenir un bon rythme. Énorme coup de chapeau à l'équipage de la CD Sport numéro 30. Akari, Besançon et Foubert sont partis de la 23e et dernière position à cause de soucis aux essais. À la mi-course, on les retrouve à la 3e place. C'est Foubert qui a pris le départ. Il a fait un boulot formidable, très constant, aucune erreur, dans un rythme assez soutenu, ce qui nous a permis de remonter premièrement dans le top 10. Là, Kevin est parti depuis approximativement 1h15. Pareil, aucune erreur, très bon rythme et je crois même qu'on passera premier d'ici 1 ou 2 tours avec le jeu des arrêts au stand. Effectivement, la numéro 30 va mener le bal quelques instants plus tard. Derrière elle, la 17 des Lafargue et de Mathieu Lahaye. 3e, Trouillet, Clairet, Perrois. 4e, les Polmen et ex-leaders Villarino, Ferté et Iliano. La voiture sœur, la numéro 7 de Lombard, Lacoste et Dagonneau, voit sa belle course malheureusement contrariée par un souci mécanique. Ça a bien commencé et puis ouais, au final là, on a encore un problème, ça fait la 3e course où on a du mal à concrétiser un résultat. Bon, il reste encore du temps mais là ça semble de plus en plus compliqué. Chez Palmyre, l'A40 arbore de nouvelles couleurs. Zollinger, Mondolo et Valier-au-Gior roulent enfin dans la dernière version de la Norma. Résultat, aux 2 tiers de la course, on les retrouve régulièrement dans le top 5.
On avait une super voiture en qualif, très confortable, et aujourd'hui les conditions de piste sont un petit peu différentes, donc elle engage beaucoup de l'arrière, beaucoup de survirages, mais bon, on s'est adapté, les pneus ont tenu le relais, on avait quelques craintes car on est parti avec des pneus qui avaient déjà fait 45 minutes de qualif, mais bon, ils étaient bien jusqu'au bout, et voilà, j'ai essayé d'être aussi constant que possible, garder un bon rythme, et voilà, avec une nouvelle Norma flambant neuve, ça va tout de suite mieux et on est là où on doit être. Il reste 2 heures de course. La pluie était passée à côté du circuit 24 heures plus tôt. Cette fois, elle s'abat sur l'ensemble du tracé. Le safety car fait son entrée et tous les teams passent les gommes pluie. Au regard des chronos, le plus épatant de tous dans ces conditions difficiles, c'est le nouvel équipier suisse d'Inès Tétinger, Giorgio Mondini. La pluie et le safety car n'ont pas fondamentalement changé le classement. On retrouve en tête la numéro 8 de Villarino, Ferté, Iliano, suivi par la 17 des Lafargue et Lahaye, et en 3e position la 29 de Trouillet, Clairet et Perrois. La 56 de Tardieu, Dominguez et Wozniak vient perturber la fin de course. Le moteur crache son huile. Paul Lafargue en perd le contrôle de la 17 et le safety car entre en piste. Mauvais scénario pour Patrice Lafargue. Là, c'est la loterie, c'est la relance, donc la fatigue à la fin de la course. Donc bon, il y a toujours un peu d'angoisse. Là, c'est le père qui parle. Mais on verra bien. J'ai confiance dans le fiston, mais bon, non, je suis un peu déçu là sur la relance. C'est pas un bon truc. On fait une course comme ça, une relance, c'est jamais bon. La course s'achève sous procédure safety car. Les positions et les écarts restent donc inchangés. Victoire pour la TFT numéro 8, suivie par l'Idexport numéro 17 et la Graf Racing numéro 29. Je suis très content pour le team. Pour moi, je viens que pour cette course, peut-être à Paul Ricard aussi. Et je suis très content pour eux parce qu'ils ont eu une très mauvaise chance avec la numéro 8 au début de saison à Barcelone et à Mugello. Et voilà, très content pour eux, très content pour Philippe et pour Alain. Je me suis régalé avec eux. Ils ont fait un super boulot et voilà, on a tous fait le meilleur qu'on a su et on a gagné, on a eu la chance avec le dernier safety. Et je voudrais remercier tous les mécanos parce qu'on est parti sur un setup un peu bizarre. C'est la première fois que je roulais comme ça à Motorland et sous la pluie c'était infernal quoi. La voiture a été de folie. Donc chapeau à tout le monde, bravo à mes coéquipiers. Clairement, j'ai pas trop trouvé les raisons pourquoi on n'est pas reparti parce que ok, il a plu, mais pendant la course il avait déjà plu, donc un peu frustré parce que je pense qu'on avait une carte à jouer. Maintenant 3, on marque des gros points en championnat, l'équipe a fait un super job, mes coéquipiers aussi, et c'était le but du week-end. Et dans cette catégorie GT, on retrouve Maxime Jousse qui pilote l'Audi numéro 45. Maxime, comment se passe votre début de saison ? Bien, écoutez, ça se passe plutôt bien, étant donné qu'on arrive à avoir un bon niveau de performance depuis la première course à Barcelone. On était 3 ou 4e au général, malheureusement, avant d'avoir une crevaison. Et puis au Mugello, de nouveau, on était présent. Et on a réussi à accrocher la 3e place du classement général et gagner la catégorie GTV2. Donc ça se passe plutôt bien pour l'instant. Comment elle est cette voiture, vue de votre point de vue de pilote pro ? C'est une voiture très efficace, très plaisante à conduire également. Il y a un bon aérodynamique, on a un bon grip mécanique également dans les virages plus lents. C'est sûr qu'en termes de moteur, on est un petit peu moins performant que les Porsche GT3R ou alors que les Ferrari 458. Mais voilà, c'est un bon compromis. C'est vrai qu'on n'est pas dans la catégorie GTV1, on est en GTV2, parce que c'est une voiture de 2009. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est très plaisant à conduire. C'est relativement efficace, donc y compris moi, y compris les pilotes gentlemen, prennent beaucoup de plaisir au volant. Sur un week-end de course et peut-être même en dehors, vous êtes là présent à tous les instants du meeting pour guider les autres pilotes ? Exactement, on prépare les meetings en amont sur les séances d'essai. Quand on peut, c'est pas à chaque fois, mais le maximum possible. Et voilà, et tout le long du meeting, je les accompagne, que ce soit pour des questions sur les pneumatiques ou de trajectoire, roulage, de préparation de course. Avant, après, voilà, j'essaie de leur apporter le maximum de mon expérience. Eh bien, regardons justement ce qu'a donné votre course de ce week-end. Voici le résumé pour ce qui est des GT. Dès les essais, le plateau perd l'une de ses plus belles voitures. La solution F de Philippe Chariol, Roberto Raineri et Gérard Faure. Elle est sortie très violemment. Au départ de la course, la Ferrari Visium profite pleinement de son avantageuse pole position. Mais Paul Lafargue est tout près. La Porsche E-Deck talonne la F458. 20 minutes plus tard, le jeune Paul prend l'avantage.
Derrière, on a déjà abattu quelques cartes d'ordre stratégique. La Ferrari AF Corse, par exemple, a effectué un de ses passages obligatoires par les stands et entame sa remontée. Les Mosler 8 et 9 roulent à domicile. Elles ne vont jamais quitter le top 5. Au sein de l'écurie Escuela Espanola de Pilotos, la motivation est totale. Après 1h15 de course, Paul Lafargue passe le relais à son papa. Voici ses impressions sur ce début d'épreuve. Le relais au départ, c'était un peu chaud. J'ai pas voulu prendre la tête, du moins pas consciemment. Donc j'ai eu une petite ouverture. Bon, c'est vrai que j'ai mis un peu la pression à Perrier sur la Ferrari, mais tout s'est bien passé. Bonne dégradation des pneus, un peu chaud, même un peu trop chaud. Et puis là, papa fait un travail tip-top, régulier. La Mercedes 70 avait fait une belle qualif en décrochant la 4e place sur la grille de départ. Edwin Stucki, à son volant, vient de réaliser un bon premier relais en maintenant la voiture dans le top 5. Et puis, malheureusement, en rentrant au stand, la porte se montre récalcitrante. Une porte papillon pour un effet du même nom. Petite cause, grande conséquence, l'équipage perd 5 minutes dans l'aventure. Juste après cet incident insolite, la Ferrari Vision numéro 2, une des stars du plateau, est ramenée à la poussette. Pour quelle raison? Eh bien à nouveau, on est dans l'insolite. Petite maladresse au niveau du bouchon d'essence. Et en fait, comme on ne s'attend pas en milieu de relais à avoir une panne d'essence, on n'est pas attentif aux voyants éventuels. Personne n'est à blâmer, tout le monde essaye de faire de son mieux, un peu de précipitation, mais bon. Et pendant ce temps, les malheurs des uns font le bonheur des autres. Les Lafargue continuent de caracoler en tête, suivis par la première Mosler espagnole de De Martin et Salvador. À la 3e place, on retrouve Canaroglu et Campos sur l'autre Mosler. 4e, la Ferrari de Montermini, Cordoni et Zanutini. 5e position pour l'Audi numéro 11 de Wegelin, Carugati et Van de Viver. Il y a Tiziano qui roule très bien. Il essaye de contenir la 45, qui est la voiture sœur de l'équipe, avec Maxime Josse au volant. Alors eux, ils ont un handicap, c'est qu'ils ont des problèmes de frein apparemment sur leur voiture. Et donc il faut que Tiziano il lâche pas. Et là, il fait des bons temps. Je pense que la piste est tout de même très chaude. La voiture doit pas mal glisser. Et c'est sympa. Il reste... 26 minutes, ils sont à 50 secondes. Théoriquement, si ça reste comme ça, on devrait être devant eux, ce qui serait pas mal. Le duel entre les deux Audi de chez AB Sport n'aura pas lieu. Maxime Jousse se retrouve sans frein et termine malheureusement dans un bac à gravier. Et la victoire, elle revient à Patrice et Paul Lafargue. Elle est belle celle-là. Paul a fait des relais de folie. Moi j'ai fait ce que j'ai pu derrière pour coller, non, mais c'est un beau meeting. On a eu aussi un peu de chance par rapport aux concurrents, faut le reconnaître aussi. Mais non, ça a bien tourné, la voiture extra, l'équipe toujours pareil, bien gérée. C'est un bonheur d'être secondé comme ça par une écurie comme ça, donc c'est franchement que du bonheur. 2e, le trio Zanutini, Cordoni, Montermini. 3e et vainqueur en GTV2, Costas Canaroglu et Oliver Campos. C'est génial, particulièrement ici, sur l'une des pistes que nous aimons. Nous sommes très heureux. Et la Marseillaise pour rendre hommage à la famille Lafargue qui signait sa 2e victoire de l'année en GT. Et voilà pour ce très intense week-end ici à Motorland Aragon. Dans un mois tout pile, le V2V rentre au pays, direction la France. Nous serons sur le toboggan de Dijon. D'ici là, direction notre site internet pour vous tenir informé et voir et revoir à l'envie toutes les vidéos concernant le V2V. Portez-vous bien, salut.